Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est en fait une tendance de fond, une lame de fond dans laquelle le milliard a remplacé le million dans l'unité d'échange des startups. Pour les sceptiques, je vais donner quelques chiffres. Instagram s'est échangé pour 1 milliard, Waze pour 1 milliard, Tumblr pour 1 milliard, et dans les deux dernières que nous avons, dont l'actualité nous a fait foi, vous avez Twitter l'année dernière, IPO, 70% d'augmentation le premier jour, c'est valorisé 58 fois son chiffre d'affaires, et je tiens à rappeler que Twitter perd de l'argent, puisque Twitter perd 150 millions de bénéfices chaque année. Enfin, ma préférée, une start-up qui a été rachetée pour 19 milliards. Pour 19 milliards, alors qu'elle ne génère que 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour nos amis congolais présents dans cette salle, potentiellement, cela représente le PIB de leur pays. C'est aussi, peut-être plus de Cambodgiens, le PIB du Cambodge. Pour ceux qui aiment jouer à la guerre, c'est 7 sous-marins nucléaires. Et enfin, pour les économistes, la valeur de WhatsApp, c'est la capitalisation de Peugeot plus celle d'Alstom plus celle de Technip. Et là où le bas blesse, c'est que WhatsApp, ce n'est pas un pays, WhatsApp, ce n'est pas une armée, et WhatsApp, ce n'est surtout pas des usines. Alors pour nous, étudiants qui nous attachons à relier économie et finance, la question se pose, y a-t-il une vérité derrière tout ça, un fondement tangible, ou assiste-t-on au retour de la bulle ? Pour répondre à cette question, pour cette première table ronde, j'appelle Vladimir Lazoki de Carlyle, Louis Gaudron, président de la FIC, Godefroy Jordan, serial entrepreneur, et Lionel Melka, intervenant et fondateur de Bernheim, Dreyfus et compagnie. Bonsoir à tous. Donc, je souhaiterais d'abord encore souhaiter la bienvenue à nos invités. Donc, je vais d'abord vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Donc, on va commencer par vous, Godefroy Jordan. Bonsoir, donc Godefroy Jordan, je suis le président de Starting Dot, qui est une société française qui opère dans les nouveaux noms de domaine, les New GTLD, et j'interviens sur le marché de l'Internet depuis une vingtaine d'années. J'ai créé ma première start-up en 1995, qui était une web agency. Et puis depuis, j'ai fait un parcours dans ce secteur. Bonsoir, Vladimir Lazoki de Carlyle. Je suis associé de Carlyle où je suis depuis une quinzaine d'années, responsable entre autres de nos investissements dans le domaine des technos en Europe. Bonsoir, Lionel Melka. J'ai travaillé 10 ans, après avoir fait mes études dans cette noble université, j'ai travaillé 10 ans dans les fusions-acquisitions, notamment chez Lazard et Rothschild, avant de lancer un hedge fund spécialisé dans les fusions-acquisitions. J'ai aussi l'honneur d'être professeur, et donc j'ai probablement quelques-uns de mes étudiants dans la salle. Bonsoir, Louis Gaudron, donc je suis président de la FIC, 25 ans que je fais ce métier de capital investissement, plutôt dans du buy-out, donc un peu plus mature parfois que les startups, mais avec une forte composante de buy-out technologique, et donc je préside Argos Solitic, qui est un fonds qui est basé en France et dans quelques autres pays d'Europe, et qui fait ce genre d'opérations. Merci beaucoup. Donc je vais attaquer directement. Louis Gaudron, ma première question sera pour vous. À l'heure actuelle, supposons que je suis un investisseur et je voudrais investir un certain montant, j'ai une certaine appétence pour le risque. Est-ce que vous me conseillerez plutôt d'investir dans une valeur technologique ou plutôt une valeur industrielle? Et pourquoi? Je vous recommanderais d'abord de vendre votre portefeuille obligataire, de vendre votre portefeuille immobilier, parce que tout ça ne rapporte que 2% par an à peu près et va se casser la figure violemment dès que les taux longs remonteront ou dès que l'inflation remontera. Donc débarrassez-vous de tout ça en premier. Investissez en actions, investissez en coté mais aussi en non coté. Et à votre question, je répondrai qu'on a à peu près les mêmes taux de rendement, et ils ne sont pas mauvais, dans des secteurs d'investissement industriel
Moi, j'ai investi pour ma part 3 fois dans des entreprises industrielles centenaires françaises, donc ce n'était pas exactement de la start-up, avec des très très bons rendements, que dans des boîtes de software techno. Donc il n'y a pas nécessairement d'a priori, il ne faut pas rejeter le vieux, ni être trop inquiet sur ce qui est technologique. Merci beaucoup. Monsieur Lazoki, vous êtes vous plutôt donc sur des valeurs technologiques. Comment vous faites pour investir? Quels sont les drivers de l'investissement dans une société de tech? Ils sont, j'imagine, enfin, on fait les deux, hein, on fait les deux. Et en tant qu'investisseur en fonds propres, on fait tous le même travail. On prend une vue sur ce que l'affaire peut valoir 3, 4, 5 ans plus tard. On prend une vue sur les risques que le plan d'affaires comporte en termes d'exécution, en termes de risque de marché. Et on se fait une religion sur ce qu'elle vaut aujourd'hui et on avance. Après, il y a certaines particularités liées au domaine des technologies qui se retrouvent peut-être moins ailleurs. Certaines sont des plus. On est souvent sur des biens intangibles, on est sur des biens qui traversent les frontières plus facilement, on est sur des marchés qui sont très souvent mondiaux, on a des barrières à l'entrée, on a des monopoles naturels qui sont des points d'appui importants pour un plan d'affaires. Après, on a aussi une concurrence mondialisée, on a des risques de disruption. Pour notre part, nous, on a plutôt tendance à chercher des sujets qui ont franchi un vrai palier, où on est sur des niveaux de maturité un peu plus avancés et où on pense que les boîtes dans lesquelles on investit sont petites pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elles sont soit petites aujourd'hui, elles seront grandes demain, soit elles sont petites, mais tout le monde est plus petit qu'elles. Et la technologie est un domaine dans lequel vous pouvez trouver des niches qui permettent à telle ou telle autre société d'occuper un terrain où elle est effectivement non pas monopoleuse, mais quasi-monopole. Sur la philosophie d'investissement, on est sur la même logique, que ce soit un bien de consommation durable ou une boîte de tech. Mais pourtant, ce sont des sociétés dans lesquelles on ne peut absolument pas anticiper quelle sera la réaction des utilisateurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple on est sur une société qui jusqu'à maintenant n'a pas forcément monétisé, mais a une masse critique de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, au moment où elle va monétiser, il est possible que l'utilisateur s'en aille vers une autre application. Comment est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous l'intégrez dans votre évaluation? Alors on a plus souvent le problème de sociétés qui sont depuis très longtemps assises sur une rente, qui pensent pouvoir vivre avec un niveau de confort très élevé et qui se trompent parce que quelqu'un vient leur prendre leur marché. On a Getty Images chez Carlyle, KKR a fait Fotolia. Est-ce qu'il vaut mieux être chez Getty? J'ai mis des ronds chez Getty, mais est-ce qu'il vaut mieux être chez Getty ou est-ce qu'il vaut mieux être chez Fotolia? Il y a plus de risques pour un Getty qui a une position historique forte qu'il y en a pour Fotolia. Fotolia, il n'y a que le risque d'arrêter de croître. Ils peuvent payer trop cher, ils peuvent avoir un problème avec l'exécution, mais au point de départ, donc il faut se garder de se dire que celui qui a la meilleure chance est celui qui a la meilleure rente au départ. Bon, pour le reste, nous, on fait très peu de choses qui sont du domaine spéculatif chez le consommateur. Mais là, on revient aux fondamentaux, et je ferai 2 commentaires pour conclure et laisser le champ à d'autres. Le premier, c'est qu'une affaire peut valoir beaucoup pour un acquéreur, beaucoup moins pour un autre. C'est le cas de WhatsApp. WhatsApp vaut beaucoup pour Facebook, pour un certain nombre d'enjeux que tout le monde connaît, le saut générationnel. Il y a très peu d'utilisateurs de Facebook en dessous de 15-16 ans, et ils sont chez WhatsApp et ils veulent les récupérer après. C'est des services qui créent de l'adhérence. Je te donne un autre exemple. Yahoo, pour tout le monde dans la salle aujourd'hui, c'est un dinosaure, c'est mort. Yahoo ne l'était pas à une époque pour une seule raison, enfin une principale raison, c'est qu'ils avaient un service de messagerie. Ce qui faisait que les gens allaient chez Yahoo, c'est qu'ils avaient leur boîte email. Et quand ils avaient leur boîte email, ils allaient sur le portail, ils voyaient de la pub. T'enlèves le service, plus personne ne va chez Yahoo. Ce que cherche Facebook, ce que cherchent tous ces gens-là, c'est du service qui crée de l'adhérence. C'est pour ça qu'ils payent. Donc, mon point, c'est de dire que Facebook peut vouloir payer une fortune parce qu'ils sont valorisés comme ils ont des enjeux forts, là où moi, je ne serais pas capable de faire un rond avec. Mais vous le justifiez, c'est-à-dire que vous dites, OK, il n'y a pas de souci, Facebook, WhatsApp, 19 milliards, il y a une cohérence. Alors, je pense qu'il y a une cohérence parce que Facebook bénéficie lui-même d'une valorisation énorme.
Je pense que leur problème, c'est je vaux 100, 150. Si la cohorte des gens qui ont aujourd'hui moins de 18 ans, dans 4-5 ans, n'est plus aussi accrochée que celle des gens qui ont aujourd'hui 20-25 ans, je suis mort. Donc, j'ai un monopole naturel et je dois l'entretenir. Donc ils ont des enjeux de cette nature. Après, est-ce qu'ils ont raison de prendre WhatsApp ou un autre? Ils ont raison de se préoccuper de ces sujets-là et ils ont raison de mettre 5-10% de leur valeur sur ces investissements-là. Après tout... Merci. Monsieur Melka, une question qui va traiter un peu de votre domaine de compétences. Facebook aujourd'hui donc est en bourse. Est-ce que vous, au moment de son introduction, vous auriez investi sur Facebook ou pas, et pourquoi? Alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Vladimir, il ne faut pas oublier que WhatsApp, ça a été payé 19 milliards, il y a eu 4 milliards de cash, donc de vrai argent, il y a eu 15 milliards en actions Facebook. Est-ce que WhatsApp vaut 19? C'est douteux. Est-ce que WhatsApp vaut un 15e ou un 20e de Facebook? C'est très possible, compte tenu des bonnes raisons qu'a indiqué Vladimir. Alors, sur Facebook, alors, nous on est 2 associés dans le hedge fund, et ça fait 5 ans qu'on a un pari sur Facebook. Expliquez-nous. Le pari, c'est que mon associé y croit depuis le début. Cette capacité, effectivement, à un moment, à avoir cette adhérence, capturer ce public et le monétiser. Et moi, j'y ai jamais cru, jusqu'à cet été où j'étais en vacances à Ibiza. Et à un moment, je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes qui étaient assis par terre. Personne ne se parlait et les 10 étaient en train de s'envoyer aux uns aux autres des photos sur Facebook. Et là, j'ai compris que j'avais fait une grosse erreur et que j'avais complètement raté le train. Godefroy Jordan. Alors ma deuxième question, ça va pour vous, pour rebondir un peu sur le sujet de la bulle Internet. Alors vous qui avez vécu la bulle Internet des années 2000, est-ce que vous ressentez qu'il y a le même terreau qu'en 2000? Est-ce que les conditions pour parler d'une bulle est réunies? On connaît tous les conditions qui définissent une bulle, c'est l'emballement des investisseurs, beaucoup de liquidités, et puis ce moment où on commence à dire que les paradigmes économiques sont différents. C'est-à-dire, il y a 10 ans, c'était plus de 10 ans maintenant, il y a 15 ans, c'était la nouvelle économie, et on expliquait, et moi d'ailleurs je me souviens d'expliquer à mon père qui ne pouvait pas comprendre, j'avais 30 ans, que c'était différent, et qui me disait non, l'économie c'est pas différent, mais si, j'en étais convaincu. On a tous été dans une sorte de mirage collectif. Alors une grosse différence entre cette époque et celle d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque il y avait beaucoup de liquidités, beaucoup d'investissements et de liquidités qui se déversaient sur des startups avec des valorisations aussi totalement déraisonnables. Petit voyage en arrière, à l'époque, il y a 14 ans, on s'extasiait parce que Multimania valait 600 millions d'euros en bourse et n'avait pas de business model. Multimania n'a jamais eu de business model. Mais on n'en parle plus, on a oublié même l'existence de cette marque. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la différence fondamentale, c'est que d'abord, il y a des usages colossaux qu'il n'y avait pas à l'époque, qui permettent de faire créer ces monopoles naturels, qui permettent aussi de trouver des modèles économiques, parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est vrai qu'on l'a vu avec Facebook, ils ont tâtonné, mais à chaque fois qu'ils ont franchi une étape, c'est derrière un déclenchement de 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc dire que WhatsApp n'a pas de modèle économique, oui, c'est vrai à la minute où on parle, mais ils peuvent très bien en trouver un très vite. Et on voit aussi avec Twitter, à l'inverse, que ça peut être plus compliqué. Mais donc il y a des usages, il y a des moyens de tester des choses. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais la différence fondamentale, c'est qu'à l'époque, le moindre étudiant de Dauphine qui avait un business plan, il participait à la bulle. C'est-à-dire qu'il pouvait sortir de l'université, aller voir un fonds et dire qu'il valait 10 millions d'euros sur des PowerPoint. Je parle vraiment du sommet de la bulle, hein. Je parle de décembre 98 à mai 99. Aujourd'hui, on a un découplage. C'est-à-dire qu'on a quelques entreprises qui sont valorisées de façon irrationnelle, on en a cité certaines, et on a cité les raisons. C'est qu'il y a des acteurs leaders du marché de l'Internet qui ont des liquidités considérables. Je crois que les 5 premières, si on prend Google, Facebook, Twitter, Yahoo, on arrive quasiment en capitalisation plus cash à 700 milliards de dollars. Si on prend les collègues de Vladimir aux États-Unis en private equity sur les technos, il n'y a pas loin de 1000 milliards de dollars. Donc il y a de la liquidité qui est là. Et quand il y a des arbitrages stratégiques comme ceux qu'on a évoqués,
avec une composante aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est non seulement l'aspect stratégique directement lié à Facebook, mais également la problématique d'ajustement des stratégies entre les gros acteurs. C'est-à-dire que Facebook aussi, dans le prix de WhatsApp, il y a « je veux pas que mes concurrents l'aient », alors qu'ils ne savent pas quelle est la stratégie de leurs concurrents par rapport à ça. Ils ne savent pas si Google prépare un développement organique ou s'il a envie de faire une acquisition. Mais pour s'en protéger, on met des premiums. Donc, sur ce segment-là, je dirais, de la lutte entre les majors de l'Internet pour protéger leur monopole naturel et continuer à croître, je pense qu'on est dans des valorisations totalement excessives, en tout cas comptables, modulo le fait qu'ils payent beaucoup en papier. Sur le reste du marché, moi, quand je regarde ma start-up, vous en parlez tout à l'heure avec les collègues qui sont là et les participations des fonds qui sont ici en France, je n'ai pas l'impression, dans les transactions qu'on voit, en dehors d'une ou deux exceptions, qu'on est dans l'irrationalité. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez et je vais poser une question à Louis Gaudron. Vous dites donc qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, ce n'est pas un problème. Ma question, Monsieur Gaudron, c'est il y a beaucoup de liquidités. J'ai l'impression, malgré tout, d'après ce que j'ai pu entendre, que les fonds ont du mal à lever, peut-être des fonds industriels. Et est-ce que justement le cash n'est pas uniquement réorienté vers des fonds techno et que justement c'est un peu comme ça aussi qu'on génère une bulle? Alors le problème de la liquidité des fonds, il faut effectivement le cibler géographiquement, c'est-à-dire que la situation n'est pas du tout la même aux États-Unis et en Europe, et elle n'est pas du tout la même suivant les stades de maturité des fonds, entre un fonds de seed, les early stage, late, et puis les fonds de buyout. On va avoir des situations de liquidité très différentes. Donc on va peut-être pas faire un cours juste maintenant sur la liquidité. On peut dire très schématiquement qu'en Europe, la liquidité des fonds n'est pas extraordinaire et qu'il y a plutôt un déficit actuellement de levée de fonds qui est en train de se corriger, mais on sort d'une période extrêmement difficile, probablement la plus dure depuis un certain nombre d'années. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait naturellement une bulle en Europe, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air pour gonfler la bulle. La deuxième chose qui fait qu'il n'y a pas vraiment une bulle de mon point de vue en Europe, c'est que les valorisations que l'on peut voir, qui parfois sont assez élevées sur quelques boîtes, ne sont élevées que parce qu'elles sont justifiées par la mise au point d'une techno puissante qui va être, et pas tellement en bourse, dans l'ordre de rachat industriel, par des acteurs du secteur qui va être déployé cette techno dans le monde entier avec une puissance de feu considérable et avoir des retours sur investissement extrêmement courts pour les acquéreurs. Donc parfois il peut y avoir des étonnements sur des valos en M&A, en techno en Europe, mais dès qu'on creuse un peu les business models, on trouve dans la quasi-totalité des cas des rationnels très très forts. Donc, pour ma part, je ne crois pas qu'on ait ni un excès de liquidité, loin de là, ni une situation de bulle sur la techno européenne. Est-ce que M. Melka voulait peut-être rebondir sur le sujet? Sur le sujet de la bulle? Oui. On parle de bulle, il y a peut-être un optimisme un peu exagéré sur certaines valeurs. Regardez Groupon, qui est un modèle, un business model qui est quand même, à mon sens, un peu défaillant. C'est introduit à 20, ça vaut 7. Zynga, c'est introduit à 10, ça vaut 4. Donc dire qu'il y a une bulle et un niveau complètement délirant sur toutes les valeurs, je pense que c'est vraiment excessif. Après, il y a un antidote dans le marché, il y a un antidote aux bulles. Ce sont des gens qui sont très décriés par certaines personnes, qui sont les short-sellers. Il n'y a pas que des gens optimistes dans les marchés, il y a aussi des gens qui sont pessimistes. Et si un titre est survalorisé, vous pouvez gagner de l'argent en le shortant. Je regardais avant de venir les niveaux de short interest, c'est-à-dire les valeurs en loan sur le Nasdaq. Ils sont pas significativement accrus au cours des derniers mois. Donc le concept d'une bulle généralisée, à mon avis, est un peu excessif. Oui, il y a de l'optimisme un peu exagéré sur certains titres, ça a toujours été le cas. Mais une question par rapport à ça, justement, est-ce que la bulle, elle ne serait pas en dehors des marchés là, sur les technos? Parce que c'est vrai que par rapport à 2000, c'était essentiellement des valeurs boursières qui explosaient. Mais là, tous les deals dont on a parlé, c'est beaucoup du private equity ou des deals de merger and acquisition. C'est pas sur les marchés qu'on la voit. La bulle, elle arrive quand vous faites du private equity, vous espérez toujours sortir en IPO. Et donc, quand vous commencez à investir en nos côtés sur la base d'une espérance d'une IPO dans une bulle, c'est là où la courroie de transmission se transmet. D'accord, je rebondis, vous avez parlé de Zynga. Donc on connaît tous les jeux sur Facebook. La question que je me pose, c'est cette semaine, King Digital,
qui est Crush. voilà, avec Candy Crush. Donc 78% des revenus de King Digital, c'est Candy Crush. C'est un seul jeu. Un jeu qui a une durée de vie, en général, d'après les spécialistes, entre 2 et 3 ans maximum sur un réseau social. 7,1 milliards pour l'introduction en bourse. Vous dites qu'il n'y a pas de bulle, mais ça paraît... Ils sont quand même pris une gamelle. Hein. Oui, Donc, oui, mais... Par ailleurs, eux, ils sont sur un petit multiple. C'est-à-dire que le multiple, les profits sont colossaux pour la raison que tu évoques, mais ils n'ont pas été valorisés en termes de multiples au-dessus d'Electronic Arts ou d'acteurs dominants du secteur. Donc c'est juste qu'ils font des profits colossaux. Bon, la question, c'est est-ce qu'ils sont pérennes. Mais là, tu poses un autre sujet qui est pertinent. On voit bien que les valeurs qui ont prouvé leur capacité à durer, Google par exemple, sont celles qui sont maîtresses d'un écosystème. Celles qui souffrent sont celles qui se mettent qui font du ski nautique derrière un écosystème. C'est Zynga. Et Zynga avait un modèle de distribution via Facebook pour l'essentiel. Je ne dis pas que King est beaucoup mieux, mais ils ont au moins, ils sont en direct to consumer, ils ont un environnement où ils possèdent le client, où ils font de la pub télé, et ils ont au moins la capacité de gérer leur avenir. Alors, toutes les sociétés qui sont soit tributaires de Google pour payer leur trafic, soit qui sont effectivement à faire du ski nautique derrière d'autres plateformes, elles ont la vie plus dure. Ce sera un Deezer par rapport à un Spotify dans la musique. Deezer marche bien parce qu'Orange les tire. Le business de Deezer hors Orange est compliqué parce qu'ils n'ont pas accès aux capitaux auxquels les autres ont accès et donc ils ne peuvent pas mettre les ronds pour trouver des clients en direct. Et c'est là que deux business qui ont l'air assez comparables, Zynga ou King, peuvent très bien avoir des destinées différentes. Donc si je comprends bien, par exemple que Carlyle rachète WhatsApp, ça n'a pas de logique. Par contre que Facebook rachète WhatsApp, à ce niveau de valorisation, ça a une logique. Bon, d'abord, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a peu d'excès dans le private equity, dans ce que tu appelles la bulle. Il y a très peu de grosses levées de fonds, notamment parce que la bourse est là. Aujourd'hui, une boîte peut lever des centaines de millions d'euros en bourse dans ce genre d'opportunités. Apax, c'était dans King avant, mais ils n'ont pas mis des fortunes dedans. Et par ailleurs, quand un acteur en private equity arrive, même s'il va mettre, je ne sais pas, quelques dizaines, centaines de millions d'euros, c'est pour une petite fraction de la boîte. Donc on dit qu'elle vaut des milliards, mais en réalité, personne n'a payé. J'ai pris 10%, j'ai mis 100 millions, on dit que ça vaut 1 milliard, ça les vaudra pas. Personne n'a fait un chèque d'1 milliard à ce jour. Donc la bourse étant là, il y a une capacité de lever de l'argent. Et la bulle, elle est plutôt... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'IPO dans ces secteurs. Il y en a qui n'ont pas eu lieu. Matomi n'a pas eu lieu en Angleterre la semaine dernière, par exemple. Donc l'aspect plus spéculatif se retrouve un peu plus en bourse. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le domaine de l'investisseur en private equity de prédilection. Il va soit se spécialiser, ce que dit très justement mon collègue de la FIC, sur la prise de risque initiale, où je peux effectivement faire 10 fois, 30 fois, X fois la mise, 100 fois la mise, et là j'ai un ajustement du risque et du retour. Soit il va se positionner sur des actifs qui sont moins spéculatifs. Mais il y a très peu, même quand KKR fait Fotolia c'est un business qui fait des dizaines de millions d'EBITDA. C'est une jeune boîte, mais c'est pas une boîte marginale. Une question pour Monsieur Gaudron. Comment on décèle, parce que vous êtes à la fois président de la FIC, je le rappelle, et président du fonds Ergosolitique, comment on décèle une pépite? Comment on peut déceler une pépite? Quel est le ressenti de l'investisseur? Parce qu'on est tous à Dauphine ou dans des écoles qui nous permettent d'analyser des chiffres, mais j'ai l'impression que ça va bien au-delà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un secret bien gardé. Dans la réalité, et c'est un secret que je garde moins bien parce que je le dis souvent, la réalité c'est que le lendemain du jour où j'ai fait un investissement, je suis toujours à peu près persuadé d'avoir fait une énorme bourde. Donc, et malheureusement c'est vrai puisqu'il n'y a pas un seul des business plans sur lesquels j'ai investi depuis 2000 qui se soit réalisé. Donc je permets de relativiser un peu, avec 25 ans d'expérience, la qualité de mon action. Donc si j'ai...
probablement 2 critères qui permettent de ressortir et qui permettent d'extraire les pépites du reste. C'est d'abord l'équipe de management, c'est connu, surconnu, l'équipe de management, et je rajouterais tout de même la qualité de l'interaction entre l'équipe de management et l'équipe d'entrepreneurs. Vous avez sans doute entendu parler de Criteo. L'histoire de Criteo, c'était 3 ans et demi de patauge, ils le disent eux-mêmes, assez pitoyable dans un premier business model. Et puis une idée assez géniale lors d'un conseil d'administration qui a complètement transformé le business. Donc c'est les gens, mais c'est cette interaction entre des entrepreneurs et les investisseurs. Et c'est ensuite un certain nombre de paramètres sur des business models qui en réalité évoluent, n'existent pas toujours le premier jour et évoluent très vite. C'est un peu moins vrai même tout de même dans des entreprises qui ont quelques dizaines d'années, mais ça reste vrai parce que finalement un des enjeux très souvent c'est de transformer le business model et aller de l'avant. Donc on n'investit pas, en tout cas moi j'ai jamais investi en me disant je revendrai un jour parce que j'investis dans une industrie à la mode et je revendrai un jour dans un phénomène de bulle. Peut-être qu'un des phénomènes qui permet d'identifier une bulle, c'est peut-être plus facile que les pépites ça. Ce qui permet d'identifier une bulle, c'est effectivement quand la bourse commence à absorber un peu n'importe quoi. Et la courbe d'entraînement commence, c'est-à-dire quand on voit des IPO qui réussissent toutes les unes après les autres. Et ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Je reprenais 6 mois d'IPO techno en Europe, il y avait autant de flops que de succès. Mais si la bourse se met à absorber n'importe quoi de manière indifférenciée, à valoriser très cher, il y aura nécessairement des investisseurs en private equity derrière qui se diront je vais investir dans un peu n'importe quoi et avec un peu de chance ça tiendra. Et donc il faut se méfier des phénomènes de mode. Alors il peut y en avoir un aujourd'hui, c'est le big data par exemple. Ça, on commence à voir des articles dans la presse patrimoniale sur le fait, enfin pas seulement française évidemment, anglo-saxonne, sur le fait qu'il faut acheter dans le big data, que c'est vachement bien. Bon, ça me rappelle le propos de Dan Ariely qui disait que le big data c'était comme le sexe chez les adolescents, tout le monde en parle, personne n'a fait. Personne ne sait vraiment comment ça marche d'ailleurs, mais tout le monde croit que les autres l'ont fait, donc tout le monde se sent obligé de prétendre en faire. Bon, alors là, on est un peu là-dedans, mais je crois quand même que les marchés ont pris une énorme claque en 2000-2001, et que cette claque-là, elle va contenir un certain nombre d'ardeurs pour de nombreuses années encore. Donc vous pensez que les investisseurs ont bien assimilé cette bulle et qu'il n'y a plus de risque aujourd'hui? Il n'y a plus de risque, ils ont bien compris, pas de problème? Pas de problème, si, il peut toujours y avoir des problèmes, mais je crois d'abord que les entrepreneurs eux-mêmes ont énormément changé. Enfin, je pense qu'on pourra avoir des témoignages là-dessus, mais la qualité des projets qu'on voit arriver n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voyait il y a 15 ans, mais absolument, absolument rien à voir. C'est un projet beaucoup plus consistant, beaucoup plus dense, beaucoup plus réfléchi, et les investisseurs sont aussi passés par leur courbe d'expérience. Donc il peut toujours y avoir des problèmes, des bulles, des choses comme ça, mais je pense tout de même qu'on a beaucoup plus de maturité qu'il y a 15 ans, un peu moins de fraîcheur peut-être, mais plus de maturité. Merci. Monsieur Jourdan, une question? Je suis admiratif des propos de M. Gaudron, parce que c'est vrai que généralement la théorie de l'euphorie financière, c'est que les marchés, la finance n'a pas de mémoire et que 5 ans, 10 ans après, on a oublié. On a eu une petite bulle entre les deux. On a eu 2007-2008, un petit effondrement du marché des LBO, du private equity. Tous les 5 à 10 ans, ça revient, mais ce n'est pas forcément au même endroit. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la question qui est posée là, c'est est-ce que les acteurs du marché collectivement sont restés avec une empreinte de ce qui s'est passé sur les marchés et sur l'économie de l'Internet il y a 10 ou 15 ans. Je pense que oui, dans notre écosystème. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai partout, encore une fois, géographiquement. Moi, dans mon segment de marché, j'ai 2 concurrents anglais qui sont entrés à l'AIM, ce petit marché très liquide que vous connaissez anglais. Il y en a un qui fait 3 millions de livres et qui a une valeur de 70 millions de livres, et l'autre qui fait 0 depuis 4 ans et qui a une valeur de 130 millions de livres. C'est des concurrents directs. On a à peu près le même business model. Je vois bien que d'outre-Manche, peut-être qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont un petit peu oublié. Enfin, voilà. Mais ce qui est vrai en revanche, pour revenir sur l'autre point, si on considère qu'un des critères c'est le management, un élément très protecteur aujourd'hui, c'est que comme cette économie existe maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est assez facile
d'avoir des équipes qui ont du track record et de monter aussi, si on a des équipes qui sont insuffisantes, de trouver des ressources et de constituer des équipes qui vont pouvoir être efficaces et rassurantes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans, où il y avait beaucoup de gens qui quittaient un secteur d'activité pour aller dans la net économie avec zéro compétence, alors que c'est un art principalement d'exécution, qui demande une attention vraiment extrême dans les détails de ce qu'on fait, et où finalement, l'expérience compte énormément. Je me sens obligé de rebondir sur ce que vous dites et poser la question à M. Lazoki. Est-ce que, outre-Manche, finalement, on a oublié comment investir ou on a oublié la bulle? Je rebondis un peu, je transforme un peu les propos, mais... Oui, non, je vois le point. D'accord, plusieurs choses. Bon, la question sur AIM, la question c'est combien ils ont levé. C'est-à-dire que la boîte, elle fait 0, elle a levé 10 millions. Côté, pas côté, il y a des boîtes qui il y a des boîtes qui font 0 en France qui lèvent 10 millions. AIM ou pas AIM. Il y a une grande différence quand même qu'on ne mentionne pas, pour avoir moi aussi vécu ce qui se passait en 2000, et à l'époque je faisais du capital risque pour Deutsche Bank en pré-IPO, et l'environnement réglementaire a beaucoup changé. À l'époque, on avait vraiment il n'y avait pas une bulle, il y avait une entreprise industrielle qu'aujourd'hui on qualifierait de frauduleuse. C'est ça qui se passait. C'est-à-dire qu'à l'époque, une banque... La bulle, c'est quand votre chauffeur de taxi vous demande, quand vous bossez dans la finance, s'il doit acheter une action de PèreNoël.fr. PèreNoël.fr est rentré en bourse. Mon frère était étudiant en médecine, il a mis 50 000 francs dedans. Enfin, PèreNoël.fr, voilà le truc. Donc on était là. Hein. Et la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on avait enfin je ne vais pas faire un cours de finance, mais la banque d'affaires ne distinguait pas l'activité de recherche de l'activité de ICM, enfin d'Equity Capital Markets. Et donc on avait une banque qui prenait le mandat d'aller placer à 7% de com quand même, 100, 200, 300 millions de papiers, qui racontait au marché retail que c'était super. Donc on était sur une clientèle en fin de chaîne qui était relativement gullible, comme on dit, crédule. Et donc ça, c'était voilà, on avait l'aspirateur pour ça. Et dans la chaîne, ce qui se passait, c'est que on avait des banques et des fonds affiliés à des banques qui faisaient des tours pré-IPO, donc qui mettaient de l'argent pour quand même amener la boîte un petit peu à un point de crédibilité, pour crédibiliser la boîte. La banque allait fourguer le papier au retail. C'était même pire, ils vendaient à des instits le matin, ils poussaient le stock dans la journée et il y avait un pop le soir. Les clients de banque, moi j'ai eu des collègues que je ne nommerai pas, qui ne sont pas restés collègues longtemps, mais qui étaient chez Crédit Suisse, et ils voyaient apparaître sur leur compte, ils se faisaient 1 million dans la journée parce que Crédit Suisse leur avait fait une alloc sur l'IPO le matin et ils avaient vendu l'après-midi. Donc on était dans une entreprise, il ne faut pas perdre ça de vue, ce qui fait que Cicéron disait who benefits, quoi, qui profite le crime. Bon, les gens qui faisaient de l'argent dans cette bulle, c'est pas tellement les start-upers qui l'ont cramé dans les ordinateurs tout neufs. C'est les mecs qui levaient l'argent et ceux qui plaçaient et qui revendaient. Donc, et ça, de ce point de vue-là, je pense que cet écosystème, il est totalement stérilisé aujourd'hui. Il est totalement stérilisé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu veux vendre quelque chose à un particulier, il faut y aller avec 4 avocats. Donc ça c'est... Non. Et d'ailleurs, c'est cet effet, c'est peut-être ça aussi qui fait que les boîtes qui passent le cap de l'entrée en bourse aujourd'hui, je crois que c'est ce que tu disais aussi, sont des boîtes un peu plus sérieuses, un peu plus réelles, au moins dans leur... Enfin, on dit ce qu'on veut de King, mais ça fait des centaines de millions de dollars de profit, ce truc. C'est pas, on peut se dire c'est pas pérenne, c'est ceci, mais c'est un vrai phénomène. C'est des centaines de millions de dollars. C'est pas une paille. Et on n'entend parler que de celle-là. Donc sur la partie cotée, je veux vraiment, enfin c'est très clair. Vous n'avez pas connu le monde d'avant, mais enfin c'est dommage. Mais là, le monde a changé. Ensuite, sur l'Angleterre, pas l'Angleterre. Je crois que la différence, nous on a beaucoup de deal flow anglais puis de deal flow pas anglais, la vraie différence, je trouve, on peut la qualifier de culturelle, c'est une économie qui est plus financiarisée. C'est-à-dire que le moindre entrepreneur a en tête dès le début la valeur de sa boîte et tout est à vendre d'une certaine manière. Et donc quand le marché monte, quand les valorisations sont là, les gens vendent. Et il y a une forme de cynisme, on va dire un poil plus marqué chez l'entrepreneur anglais. Une boîte qui a 10 salariés, qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, va avoir un DAF à 150 000 € par an.
Une boîte en France qui fait 50 millions va avoir un DAF à 60 000 euros. Et c'est pas pour dire qu'il est moins bon, d'ailleurs, il est pour le moment aussi bon, mais ça pointe du doigt l'importance attribuée dès le début à la fonction finance dans la constitution de l'équipe. Et donc, effectivement, il y a une plus grande financiarisation, donc il y a une plus grande liquidité, et ça tourne plus. Et quand ça monte un peu plus, quoi. Merci. Écoutez, je crois qu'on va clore. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous pourriez nous apporter une dernière conclusion sur ce sujet? Et donc la question est ouverte, et j'aimerais, après que vous ayez pris la parole, que chacun prenne le micro et dise expressément devant la salle qui vous regarde et qui vous retiendra ça, si oui ou non il y a une bulle ou pas. Je vous laisse répondre. Et vous êtes filmé. Très bien. Face à la salle, et en étant filmé, je vais d'abord rappeler un des points essentiels qui est de ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que même quand on investit dans des choses qu'on croit comprendre, c'est pas toujours facile, je peux en témoigner. Rappelez-vous toujours ce que j'ai dit sur les business plans tout à l'heure, mais c'est une réalité. Ça ne m'empêche pas de relever des fonds et d'avoir plutôt des bonnes performances, mais c'est la réalité. Donc faire attention et se dire quand on voit un marché, quel qu'il soit, commencer à acheter un peu les yeux fermés sans bien comprendre, se dire que là on est probablement au début d'une bulle, et se souvenir aussi des préceptes de Warren Buffett en la matière. Voilà. Pour répondre à la question, moi je dis non, il n'y a pas de bulle en Europe. Merci. Une bulle, ça éclate, et quand ça éclate, ça fait mal. En 2000, le Nasdaq est monté au-dessus de 5000 points, ensuite il a perdu 75%, donc 3/4 de sa valeur. Aujourd'hui, le Nasdaq est à 4150. Je ne pense pas qu'il va perdre 3/4 de sa valeur. Donc non, je ne pense pas qu'il y a des phénomènes sporadiques de surévaluation, comme il y en a toujours dans les marchés. Il y a des phénomènes d'euphorie, il y a des phénomènes de suivisme qui sont voilà, le propre des animal spirits d'investisseurs. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait une bulle aujourd'hui sur les valeurs technologiques. Merci. Vladimir Lazuki. Ouais, moi je crois qu'il y a une bulle du crédit en formation. Ça pour moi c'est assez évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et une bulle aussi, ça se remarque quand on voit, c'est un peu ce que tu disais, un petit conseil pour ceux qui un jour feront de l'investissement, quand on présente un cas à ses associés, il y a deux phrases par lesquelles il ne faut jamais commencer. C'est cette fois-ci c'est différent, ou mais attends tu comprends pas. Les deux, parce que s'il ne comprend pas, c'est que tu n'as pas fait ton boulot ou qu'il ne devrait pas prendre une décision, et si cette fois-ci c'est différent, c'est que c'est suspect. Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? C'est pas que WhatsApp va être 19 milliards, ça c'est la décision de Facebook qui prennent leur vue. Les mecs ont lancé un nouveau produit de téléchargement d'applications qui leur a fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires en un trimestre chez Facebook. Ça va quoi. Les mecs ils bossent, ils ont des idées. Moi je m'en fais pas beaucoup pour eux. Et si un jour ils valent 30 milliards de moins, c'est toujours une boîte qui... Ça va. En revanche, il y a une vraie bulle du crédit. Aujourd'hui, on emprunte 6 fois les l'EBITDA in fine, sans amortir, à 8 ans. Quand il y a 18 mois, on pleurait pour trouver 4 fois amortissable avec des covenants tous les 15 jours. Et ça, pour le coup, c'est sûr que c'est un sujet. Je pense que ça s'autorégule un petit peu, donc ça va revenir. Sur l'equity, je pense pas qu'il y ait de bulle aujourd'hui. Enfin, j'aimerais bien, mais j'ai plus de choses à vendre qu'à acheter, donc s'il y avait une bulle, sans état d'âme, je me ferais des ronds, mais malheureusement, c'est pas le cas. Merci, Jordan Grund. Je vais pas donner un avis différent que mes camarades. Je ne pense pas qu'il y ait de bulle. Et même si les exemples qui ont été cités, c'est vrai que ce n'est pas forcément les entrepreneurs qui en profitent le plus quand il y a une bulle. On ne voit pas non plus les valorisations excessives autour de nous. Donc non, je pense que dans notre écosystème, on est loin d'être dans un contexte de bulle. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Ludovic Denis et Benoît Hurel pour la deuxième table ronde.